Retour de votre carrefour de l'information sur Médien TV. Merci et bienvenue si vous nous rejoignez tout de suite. Le journal, voici les titres. Le roi Mohamed VI a reçu le chef du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et le premier président de la Cour des comptes, Driss Gétou, en présence du conseiller du souverain, Fouad Ali Rima. C'était hier au Palais Royal à Casablanca. Abdelwafil Eftit a soumis au souverain les résultats des investigations menées par son département sur le suivi continu de l'action des agents d'autorité. Il a alors été décidé de sanctionner 180 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour manquement dans l'exercice de leurs responsabilités. La réforme des centres régionaux d'investissement a aussi été décidée, vous le verrez. À l'occasion du 2e anniversaire de l'accord de Paris, plusieurs dizaines de dirigeants se réunissent aujourd'hui dans la capitale française avec un objectif, tenter de donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique. Et puis, pour continuer sur le climat, nous irons en Côte d'Ivoire, à Abidjan, où les autorités ont décidé de limiter l'âge des voitures importées. L'objectif est de limiter notamment les émissions de CO2. Reportage dans ce journal. Je vous le disais, Saadedine El Othmani, Abdelwafil Eftit et Driss Gétou ont été reçus par le souverain en présence de son conseiller Fouad Ali Rima. Une audience qui s'est déroulée hier à Casablanca et qui fait suite aux instructions royales du 24 octobre dernier. À cette occasion, Abdelwafil Eftit a soumis au souverain les résultats des investigations menées par son département. Et suite à cela, il a été décidé de sanctionner 180 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur pour manquement dans l'exercice de leurs responsabilités. On voit tout cela avec Anissa Araou. Au cours de cette audience, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Eftit, a présenté les résultats des enquêtes concernant le travail des agents territoriaux. Conclusion, de nombreux manquements aux devoirs de plusieurs représentants de l'autorité ont été identifiés. Le ministre a ainsi soumis au souverain des propositions de sanctions visant les fonctionnaires concernés. Ainsi, pour le Wali et 6 gouverneurs, le ministère préconise la suspension de l'exercice de leurs fonctions et le renvoi devant une commission disciplinaire. Quant aux autres fonctionnaires, 86 ont été suspendus en attendant leur passage devant le conseil disciplinaire. 87 autres cadres recevront des avertissements. Par la suite, le roi Mohamed VI a reçu le rapport de la Cour des comptes sur l'évaluation de l'action des centres régionaux d'investissement. Le rapport de la Cour présidé par Driss Gétou souligne que les enquêtes menées démontrent l'existence d'anomalies qui empêchent les centres régionaux d'investissement de remplir correctement leur mission. Au-delà des sanctions, le roi Mohamed VI a insisté sur la nécessité d'accorder un intérêt particulier à la formation des cadres de ces centres et leur qualification pour être à la hauteur des missions qui leur sont assignées. Le souverain a donné ses instructions au chef du gouvernement qui devra lui faire des propositions pour une réforme des centres régionaux d'investissement dans un délai de 2 mois maximum. Objectif, exploiter les grandes potentialités d'investissement que connaît le Maroc. On reste dans la capitale économique marocaine où le secteur de l'automobile poursuit son avancée. Hier, le roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de signature d'une série de conventions d'investissement avec des constructeurs automobiles français. Elles représentent plus de 13 milliards de dirhams d'investissement. Ces conventions portent sur l'implantation de 26 usines de sous-traitants, principalement pour le compte des groupes Renault et PSA Peugeot Citroën, avec à la clé la création de plus de 11 500 emplois. Anissa Araou. 26 investissements pour un montant total de 13 milliards de dirhams. Une cérémonie officielle présidée par le roi Mohamed VI a donné le coup d'envoi de ces investissements. Parmi les 26 projets, 6 s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'écosystème Renault qui développe une plateforme mondiale d'approvisionnement depuis le royaume. 13 investissements seront réalisés dans le cadre du développement PSA Peugeot. Grâce à la structuration de cet écosystème d'envergure, les 2 constructeurs s'approvisionnent actuellement en pièces usinées à hauteur d'1 milliard d'euros par an à partir du Maroc et a atteint un taux d'intégration locale de 55%. Comme vous le savez, le secteur automobile s'est développé fortement ces dernières années, est devenu le premier secteur exportateur avec un taux d'intégration, c'est-à-dire que la partie de ces pièces qui sont fabriquées au Maroc a beaucoup évolué. Elle est passée à 37% de plus que ce qu'elle était il y a à peine 2 ans. Ces investissements s'inscrivent dans le plan d'accélération industrielle lancé en avril 2014. Aujourd'hui, les secteurs automobiles Peugeot et Renault ont permis la création de plus de 80 000 emplois, soit 90% de l'objectif à l'horizon 2020.
Ils ont généré en 2016 un chiffre d'affaires à l'export de 60 milliards de dirhams, soit une hausse de 50% par rapport à 2014. Ces nouveaux investissements attestent du positionnement affirmé du secteur industriel du Royaume sur des activités à haute valeur ajoutée, ainsi que de la confiance d'opérateurs internationaux de renom dans le programme industriel national. Le projet de loi de finances 2018 a été adopté à la majorité hier par la Chambre des conseillers. 47 membres ont voté pour, 22 contre. Prochaine étape maintenant, l'examen en deuxième lecture par la Chambre des représentants. Le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, avait indiqué vendredi dernier à la Chambre des conseillers que sur un total de 188 amendements présentés, 134 avaient été retirés et 41 retenus. Actualité internationale à présent avec cet attentat survenu hier à New York aux États-Unis. Un homme originaire du Bangladesh a déclenché une bombe artisanale dans un tunnel du métro de Times Square. L'attaque n'a fait que 3 blessés légers, la bombe n'ayant que partiellement explosé. Blessé et brûlé à l'abdomen, l'unique suspect, un homme donc de 27 ans identifié comme Akayed Oula, a été rapidement arrêté. La police n'a encore rien révélé sur les motivations du suspect, mais cet homme était influencé par les groupes terroristes. Il avait cherché sur Internet comment fabriquer sa bombe. Entretien entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Ankara hier. C'est la dernière étape d'un marathon régional au cours duquel il a annoncé depuis la Syrie le retrait d'une partie significative des forces russes dans ce pays. Avec Erdogan, Vladimir Poutine a notamment discuté des efforts destinés à trouver un règlement pour mettre fin au conflit syrien. Erdogan a affirmé que la prochaine étape pour résoudre ce conflit serait un nouveau sommet à Sochi le plus tôt possible, mais sans indiquer donc plus de détails. La rencontre entre les deux dirigeants est la 8e depuis le début de l'année. Elle illustre leur étroite coordination sur le dossier syrien. Au Moyen-Orient, lundi était la 5e journée de manifestation contre la reconnaissance américaine d'Al-Quds comme capitale d'Israël. Dans les territoires palestiniens, des dizaines de jeunes ont incendié des pneus et lancé des pierres sur les soldats israéliens. C'était à la sortie de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Les soldats israéliens ont riposté à coups de gaz lacrymogène, de projectiles en caoutchouc et sporadiquement à balles réelles. Plusieurs jeunes ont été blessés. Et puis, dans la même journée, lors d'une visite au Caire, le président russe Vladimir Poutine a critiqué le caractère déstabilisateur de la décision de son homologue Donald Trump. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas était également dans la capitale égyptienne où il a rencontré son président Abdel Fattah el-Sisi. Ce dernier a réaffirmé la nécessité de préserver le statut juridique d'Al-Quds. Plusieurs pays de l'ouest de l'Europe ont été paralysés par la neige et des vents violents hier. Ces intempéries ont en effet provoqué des perturbations dans les transports, des coupures d'électricité, la fermeture d'écoles et même l'annulation d'une rencontre diplomatique. Aux Pays-Bas, plus de 400 vols ont été annulés à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, soit un tiers de l'ensemble des départs. En Belgique, quelques 300 vols ont également dû être annulés et une centaine d'autres retardés à l'aéroport de Bruxelles. Et puis, en France, les rafales de vent de la tempête Anna ont atteint les 140 à 150 km/h. Quelques 50 000 foyers étaient toujours privés d'électricité hier soir. Plus fort de cette tempête, 120 000 foyers ont été affectés. À l'occasion du 2e anniversaire de l'accord de Paris, plusieurs dizaines de dirigeants se réunissent aujourd'hui donc dans la capitale française pour donner un coup d'accélérateur au financement très insuffisant de la lutte contre le changement climatique. Le président français Emmanuel Macron a lancé l'idée de ce sommet après l'annonce par Donald Trump du retrait américain du pacte historique de 2015. L'accord vise à contenir la hausse de la température sous le seuil critique de 2 degrés. Mais sur la base des engagements pris par les États, la planète se dirige toujours vers 3 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. Déjà, une hausse de moins de 1 degré a suffi à provoquer plus de précipitations, le rétrécissement de la banquise ou encore l'augmentation du niveau moyen des océans.
Et pour ce sommet, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement sont annoncés sur l'île Séguin, à l'ouest de la capitale française. Parmi eux, le roi Mohamed VI, qui prendra part à ce rendez-vous mondial. Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie l'a annoncé hier dans un communiqué. Que dire de l'Afrique et de la problématique du financement du coût de la lutte contre le réchauffement climatique? Pour répondre à cette question, je vous propose ce décryptage d'Élise Buckel, chargée de mission au WBCSD. Pour le continent africain, l'enjeu il est double. C'est mobiliser, attirer des financements privés pour développer tout ce qui est réduction des émissions de gaz à effet de serre. Tout le côté innovation, solutions innovantes, donc développer par exemple les énergies solaires, les transports sobres en carbone. Et ça, effectivement, le rôle du secteur privé est très important, mais aussi le rôle des banques multilatérales. Les pays développés se sont engagés à mobiliser au moins 100 milliards de dollars par an d'ici à 2020 pour à la fois la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation dans les pays en développement, donc y compris en Afrique. Maintenant, on n'a pas encore atteint cet objectif. Et on sait que l'addition va plutôt augmenter puisqu'on va aller plutôt vers les 300 milliards par an de coûts du fait des impacts du changement climatique, mais aussi de mobiliser les financements privés pour tout ce qui est innovation, développement des énergies solaires, des transports sobres en carbone, des nouvelles technologies aussi pour un développement sobre en carbone en Afrique. Élise Buckel qui répondait au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. On continue à parler climat avec cette initiative des autorités ivoiriennes. Ces dernières ont décidé de limiter l'âge des voitures importées. L'objectif du gouvernement est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi les accidents de circulation. Les réactions des usagers de la route dans ce reportage réalisé à Abidjan, donc par Famadion et Romuald Dago. Le décret diffère selon le type de véhicule et l'activité commerciale auquel il est affecté. 5 ans pour les taxis et 7 ans pour les minicars et les camionnettes. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agit avant tout de réduire les gaz à effet de serre. Vraiment, c'est une décision qui n'est pas sage. Parce que d'abord, de 1, les taxes douanières sont montées. Et lorsqu'on nous dit que les véhicules de plus de 10 ans ne doivent plus entrer sur le territoire ivoirien, vraiment, c'est une mauvaise décision. Parce que de 1, on doit baisser les taxes douanières. Et de 2, il y a des véhicules de moins de 10 ans qui ont des moteurs qui ne sont pas vraiment, qui ont des moteurs foutus. Des véhicules qui fument. Par contre, il y a des véhicules de plus de 10 ans qui sont en bon état. Entre 16 et 20 ans, et c'est la fourchette d'âge du parc automobile ivoirien, vieillissant à hauteur de 75%. Pour ces mécaniciens, cette mesure impopulaire risque de faire vague. Quand le véhicule vient, si c'est un peu chose, quand ce sont les voitures importées, nous, ça nous arrange parce qu'on arrive à travailler un peu dedans. Voilà. Donc quand c'est les nouvelles véhicules, là, en général, nous-mêmes les mécaniciens, c'est quand les voitures sont un peu vieux que ça arrive à venir au garage. Pour les véhicules déjà en circulation, les autorités ont prescrit une période d'exploitation de 10 ans. En revanche, la nouvelle mesure devrait entrer en application dans un délai de 3 mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV.